bien de regarder Mikuba Télévision, mesdames, messieurs. Bienvenue à ce grand direct. À la une de l'actualité, la capitale de la République démocratique du Congo abrite les travaux de la 12e session de la grande commission mixte RDC-RSA. À l'ouverture de travaux mardi, le vice-premier ministre au ministre des Affaires étrangères de la RDC a rappelé l'importance de cette réunion de conseil de ministres des deux pays à suivre dans ce grand direct. Et dans l'est de la République démocratique du Congo, précisément à Goma, dans le Nord Kivu, pêche illicite et tracasserie sur les lacs Édouard. Ces deux problématiques ont constitué les nœuds de la rencontre entre le comité des pêcheurs œuvrant sur les lacs et les vice-gouverneurs de province, le commissaire divisionnaire Omi Ekouka, en présence du vice-président de l'Assemblée provinciale. Cette rencontre a été une occasion pour le vice-président de l'organe délibérant de dénoncer l'arrestation des 52 pirogues des pêcheurs sur les lacs Édouard par l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Bientôt, il sera érigé une usine de traitement de l'eau du lac Kabongo par le gouvernement provincial du Lualaba. À cet effet, la population du quartier Kanina vivant à proximité de ce lac est sommée à être délocalisée. Elle se plaint par ailleurs sur leur indemnisation, ne répondant pas aux normes en la matière. Vous suivrez leur plainte dans cette édition du journal. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs. Place à présent aux détails. L'information, c'est l'heure sur Mikuba Télévision. Encore une fois, mesdames, messieurs, bienvenue à ce grand direct. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et ses homologues zambiens et angolais Ichilema et Lourenço ont présidé ce mardi 4 juillet 2023 la cérémonie des signatures d'un accord pour renforcer les exportations de minerais à travers l'utilisation du corridor ferroviaire angolais de Lobito. C'est au terme d'une réunion de la commission mixte de 3 pays que ces texte a été signé dans la province angolaise de Benguela. Louis Fatou nous en parle dans ce commentaire. Désormais, les minerais de la République démocratique du Congo et de la Zambie seront exportés via le corridor ferroviaire angolais de Lobito. L'exploitation de ce corridor ferroviaire frontalier vient d'être concédée par les 3 chefs d'État à la société Lobito Atlantic Railway, charge du transport des minerais de la RDC et de la Zambie vers les marchés d'exportation. La pleine opérationnalisation de ce corridor permettra le désenclavement des mines de la Zambie et de la RDC, ainsi que l'accès et la circulation d'intrants indispensables, aussi bien à l'industrie minière qu'agricole, a souligné le président Félix Tshisekedi dans son allocution. Le corridor de Lobito, qui joue un rôle stratégique dans la chaîne logistique de l'industrie minière, offre l'itinéraire le plus court pour les exportations, reliant les principales régions minières de la RDC et de la Zambie à l'océan Atlantique, ce qui réduit les délais de transport de plusieurs semaines à quelques jours, ainsi que les coûts logistiques. Le consortium sélectionné pour exploiter ce corridor prévoit d'augmenter la fréquence quotidienne des trains à 89 sur une période de 30 ans et de garantir 1600 emplois directs. En République démocratique du Congo, ce corridor relie les provinces minières du Tanganyika, du Haut-Lomami, du Lualaba et du Haut-Katanga. Les concentrés de cuivre sont acheminés de ces provinces vers la Zambie pour y être fondus avant d'être exportés. Et le corridor offre une voie efficace pour accéder aux marchés extérieurs. Jusqu'à présent, la Zambie et la République démocratique du Congo dépendaient fortement du transport routier pour l'exportation des métaux précieux. Kinshasa abrite les travaux de la 12e session de la grande commission mixte RDC-RSA. À l'ouverture de travaux mardi, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo a rappelé l'importance de cette réunion du Conseil de ministres des deux pays. La partie sud-africaine a indiqué que les deux parties ont intérêt à renforcer leur coopération bilatérale, étant donné les défis communs auxquels les deux États font face. Reportage. Aux travaux de la 12e session de la grande commission mixte RDC-Afrique du Sud, les activités ont débuté par la réunion des hauts fonctionnaires, suivi des travaux des experts des deux pays. Dans son mot d'ouverture, Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la RDC, a vanté les relations de fraternité qui existent entre la RSA et la RDC. Il a rappelé la vision du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi, celle de relever le Congo-Kinshasa. Cela se fera, dit-il, avec les Congolais ainsi que les partenaires multilatéraux, dont notamment l'Afrique du Sud, qui s'est toujours engagée aux côtés du pays de Lumumba.
Christophe Lutundula a rappelé que l'Afrique du Sud a été présente aux côtés du Malawi, Tanzanie et tant d'autres pour faire face à l'agression dans l'est de l'RDC. Elle a également contribué aux troupes de la brigade d'intervention qui avait neutralisé la rébellion du M23. Il a souligné l'importance de ces assises qui visent l'évaluation de l'état d'avancement de la coopération entre les deux États. La ministre des Relations internationales sud-africaines a loué la coopération RDC-RSA tout en souhaitant que les différents projets soient mis en exécution. Elle a rappelé les uns et les autres à agir directement après signature d'un accord et de ne plus laisser le temps à la lassitude. Mis à part les vice-premiers ministres ministres des Affaires étrangères, la RDC a été représentée par les vice-premiers ministres ministres de l'Intérieur, celui de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, et les ministres d'État en charge de l'intégration régionale, l'organisateur de cette rencontre. Juste après la photo des familles, s'en est suivi sans transition le Conseil des ministres à huis clos qui a pour rôle de préparer les documents à soumettre les jeudis à la sanction des présidents Félix Tshisekedi et de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. À l'approche de la tenue des élections dans le délai, le gouvernement se montre toujours optimiste quant à sa capacité à répondre favorablement aux demandes de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle. Il n'y a pas de difficultés financières qui puissent retarder l'organisation des scrutins, a indiqué le porte-parole du gouvernement pour Patrick Mouyaya. Ceux qui pensent qu'il y aura un problème de financement qui justifierait le report des élections doivent commencer à relativiser leurs calculs suivants. Il y avait, souvenez-vous, les mêmes craintes et inquiétudes. On disait qu'on ne tiendrait pas le délai. Souvenez-vous de l'époque du pasteur Daniel Ngoï-Mulunda, où nous avons financé nos élections à 70 à 80%, et c'était Adolphe Muzito, le Premier ministre à l'époque. Comment avait-il fait? Depuis les débuts du processus électoral, il y a des craintes, il y a des inquiétudes sur les financements. Mais observez bien, Madame Bintou était avec nous ici dans les briefings. Il a dit que même eux étaient dubitatifs sur le respect du calendrier qui avait été fait par la CENI. Mais observez aujourd'hui à quel moment ce calendrier n'a pas été respecté. On peut bien comprendre que la CENI, parce que nous avions un mécanisme de préfinancement ou des provisions, que la CENI ait des inquiétudes parce qu'il n'y a pas eu financement dans des délais qui ont été donnés. Il faut comprendre le contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes en programme, il faut tenir des équilibres. Nous avons la guerre qu'il faut financer. Nous avons la situation humanitaire qui est celle qu'il faut gérer. Et nous avons d'autres besoins impérieux du pays auxquels il faut répondre en même temps. Mais ici, mon collègue de finances, Nicolas Kazadi, a eu une réunion non pas seulement avec le président de la CENI, mais avec toute l'Assemblée plénière. Et je pense que ceux qui veulent penser qu'il y aura un problème de financement qui justifie les retards des élections, je pense qu'ils doivent commencer à relativiser leurs calculs. Parce que si depuis le début du processus, il y avait cette crainte de financement, mais les rendez-vous ont été tenus, comptez sur nous pour que le rendez-vous principal qui est attendu en décembre 2023 puisse être tenu, le gouvernement s'y attelle. Et donc peut-être que le ministre des Finances, le moment venu, vous donnera des éléments, des réponses plus détaillées à propos. La Cour constitutionnelle a rétabli de ses fonctions Julie Ngongwa Mwayuma, gouverneur déchu à la tête de la province du Tanganyika. Une décision prise après la séance tenue autour de la requête introduite par celle-ci le mardi 4 juillet 2023 qui a révélé la violation de certains articles de la Constitution. Exosengoy nous en parle dans ce récit. La déchéance de la gouverneure du Tanganyika est intervenue le lundi 8 mai 2023 par l'Assemblée provinciale suite à la question orale avec débat lui adressé par le député provincial Kakujiwama qui s'était transformé en motion de défiance parce qu'elle ne s'était pas présentée devant les élus. 14 députés provinciaux présents à la plénière ce jour-là avaient voté pour le départ de Julie Ngongwa. Ces élus lui ont reproché de malversation financière, de passation des marchés publics de gré à gré, de manque d'initiative et de leadership pour le développement de la province. La Cour constitutionnelle a quant à elle réhabilité mardi 4 juillet la gouverneure du Tanganyika, Julie Ngongwa, de ses fonctions. En effet, cette haute juridiction a déclaré inconstitutionnelle et nul effet la motion de défiance de l'Assemblée provinciale contre cette gouverneure. Pour cette Cour, cette motion a violé les articles 19, alinéa 3 et 61, alinéa 5 de la Constitution.
Pour le conseiller technique de la gouverneure du Tanganyika, Valentin Oseni, la Cour constitutionnelle a ainsi dit le droit. Pour Nathan Mugisho, président provincial du mouvement citoyen Parlement debout sans tabou, actif dans le Tanganyika, la population ne peut que se plier à cet arrêt de la Cour constitutionnelle et attendre les prochaines élections. Pêche illicite et tracasserie sur les lacs d'Ouar, ces deux problématiques ont constitué les nœuds de la rencontre entre les comités des pêcheurs œuvrant sur ces lacs et le vice-gouverneur de la province, le commissaire divisionnaire Omi Ekouka, en présence du vice-président de l'Assemblée provinciale de cette province. Cette rencontre a été une occasion pour le vice-président de l'organe délibérant de la province du Nord Kivu de dénoncer l'arrestation de 52 pirogues de pêcheurs sur les lacs d'Ouar par l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Les détails avec Patrick Sialoua. Au cours de cette rencontre avec le vice-gouverneur des provinces, le commissaire divisionnaire Romi Ekouka Lipopo, en présence du vice-président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Jean-Paul Lumbulumbu, ces comités de pêcheurs sont venus présenter les problèmes auxquels ils font face sur le lac Édouard. Juste, on est arrivé aujourd'hui, c'est à titre de rappel et de lui parler des pratiques malsaines et nouvelles qui se sont déjà fait voir au niveau du lac, tellement que l'exploitation illégale des ressources halieutiques au niveau des zones de reproduction. Et on est venu solliciter sa décision pour qu'il voie comment trouver solution à ces malfrats qui sont en train d'exploiter mal notre lac Édouard. En véritable défenseur des droits des populations de la province, le vice-président de l'Assemblée provinciale et élu du territoire de Lubero, honorable Jean-Paul Lumbulumbu, s'est réjoui des réponses de l'autorité provinciale aux doléances de ces pêcheurs. Je profite de votre micro ici pour condamner de la manière la plus ferme le fusillade d'un pêcheur avant-hier, tout simplement faute d'avoir porté cette plaque d'immatriculation. À la date d'aujourd'hui, il y a 52 pirogues qui sont arrêtées arbitrairement par l'ICCN et c'était l'occasion de présenter ce problème à l'autorité provinciale pour demander son secours en faveur des comités de pêcheurs, mais aussi de tous les pêcheurs de cette partie qui exploite le lac Édouard. Mais nous sommes satisfaits de la réponse qui a été réservée au comité des pêcheurs par l'autorité provinciale. C'est que l'autorité promet de s'y investir et d'ailleurs, à titre de mesures conservatoires, de solliciter à l'ICCN la libération immédiate des 52 pirogues parce que comme vous le savez, ils vivent de la pêche. Pendant 2 mois, les pirogues sont arrêtées, immobilisées. Ce sont des familles entières qui en pâtissent. Et sur cette question-là, nous avons apprécié le caractère humain du gouverneur qui a promis de s'investir. Soulignons que depuis un certain temps, la cohabitation entre l'ICCN et les pêcheurs pose problème sur l'exploitation de la partie exploitable du lac Édouard, mais aussi sur la problématique de l'immatriculation des pirogues œuvrant sur ces lacs. Joli coup de filet au Kasaï central, la police nationale congolaise a mis la main sur un groupe de 9 personnes, dont 2 femmes, qui seraient auteurs de cambriolage et tuerie il y a une semaine à Kananga. Ils ont été appréhendés dans la commune d'Indécha et amenés au commissariat urbain de la police. Une situation qui a suscité la curiosité au sein de la population, venue nombreuse pour voir ce qui se passait. Soleil Ntumba Moufika revient sur les faits. Ils sont au total 9 présumés bandits, dont 2 femmes appréhendées par la police nationale congolaise dans un hôtel aux heures d'après-midi dans la commune de l'Andécha. Selon Jean-Louis Chipama, maire de la ville adjoint, trouvé sur place à la police judiciaire, escadron de recherche et d'intervention avec ces malfrats, ces derniers seraient liés au cambriolage, tuerie et vol, signalé une semaine après le meeting du gouverneur de province le 30 juin 2023. Juste après le meeting de son excellence, monsieur le gouverneur de province, il y a eu cambriolage, il y a eu tuerie et la ville a été secouée. Suite à cette psychose-là, les services de sécurité se sont mis sur les trousses des bandits qui ont semé de terreur sur la ville de Kananga. Et c'est aujourd'hui enfin que nous avons mis sur quelques travail très salué par la population, curieuse de voir ces malfrats être jugés publiquement. Je félicite le travail de notre police pour avoir appréhendé les gens qui sont malfaiteurs
qui a embrouillé la situation du peuple canadien. D'abord, la première des choses de la priorité est que la justice soit faite. D'autres dans la foule veulent voir la justice faire valablement son travail pour ne pas revoir ces derniers en circulation sur la ville. Le gouverneur de province s'époumonne pour chercher la paix sur toute l'étendue de la province. 2 jours après son meeting, l'insécurité refait face sur la ville. Alors nous demandons que l'État condamne ces voleurs à perpétuité. Au cas contraire, on dira que l'État aussi est complice. Face à cette insécurité, le maire de la ville adjoint recommande. Ces bandits ne vivent pas au ciel, ils vivent dans la population. Et c'est la population qui peut les dénoncer. Un des victimes qui avait perdu sa moto déclare avoir reconnu un type parmi les 9 appréhendés. Oui, je reconnais le type à longue chevelure, teint brun, avec une barbe qui m'avait ravi ma moto. Je l'ai reconnu même à travers la même culotte qu'il avait portée ce jour-là et celle qu'il porte encore aujourd'hui. Des sources proches du gouvernorat de province précisent que l'autorité provinciale a débloqué des moyens logistiques et financiers pour mettre fin à ces regains d'insécurité. Et dans le Haut-Katanga, le gouverneur de province Cheikh Aboula Katoué a échangé ce mercredi 5 juillet 2023 avec le ministre belge du budget à la fonction publique et à la simplification administrative André Flao dans son cabinet de travail. Les échanges ont tourné autour des actions concrètes qui peuvent être faites entre la Belgique et la République démocratique du Congo et aussi des investissements belges en RDC en général et dans l'espace Grand Katanga en particulier. André Flao est au micro et à la caméra de Ida Chiliou. Mais vous savez mon amitié de longue date avec la République démocratique du Congo et le peuple du Congo. Et je suis venu à plusieurs reprises ici à des titres divers. Et je voulais effectivement faire cette mission, ne pas me limiter à Kinshasa, mais revenir ici à Lubumbashi pour avoir, comme d'ailleurs à Bukavu, des entretiens avec les responsables de ces provinces. Pour réaffirmer une chose, c'est qu'il faut absolument, sur base d'entreprises existantes, comme l'entreprise de Forest, arriver à faire en sorte de développer et redévelopper des partenariats entre la Belgique, les entreprises de Belgique et également la République démocratique du Congo et plus particulièrement avec le Katanga où nous sommes présents depuis très longtemps. Je crois qu'il y a possibilité de faire énormément de choses et c'est de cela que nous avons parlé, se connaître, s'apprécier, échanger, faire en sorte que sur base de ces rapports de longue durée, il y ait effectivement des actions concrètes qui soient posées dans l'intérêt de toute la population. C'est ça la démarche et c'est ça la démarche que la Belgique doit effectivement soutenir. Comme d'ailleurs insister sur la stabilité pour effectivement que la population ne soit pas victime de tensions préélectorales, post-électorales. Il y a suffisamment de défis à relever pour qu'il y ait, comme on dit en Belgique chez nous, une forme d'union fait la force, pour faire en sorte qu'on réponde, on continue à répondre aux questions des gens. Dans la province de là-bas, bientôt il sera érigé une usine de traitement de l'eau du lac Kabango par le gouvernement provincial. À cet effet, la population du quartier Kanina vivant à proximité de ce lac est sommée à être délocalisée. Cependant, elle se plaint sur leur indemnisation ne répondant pas aux normes en la matière. Voilà ce qui a justifié la présence de la délégation de ses habitants à l'Assemblée provinciale du Lualaba où ils ont été reçus par les honorables députés Gaston Mouchid et Jean-Marie Kassia. Reportage. Ils sont en vacances parlementaires, cependant ils restent attentifs aux différents cris de détresse que lancent leurs électeurs. La preuve de cette attitude bienveillante a été démontrée ce mercredi 5 juillet 2023. Les honorables députés Gaston Mouchid et Jean-Marie Kassia ont ainsi reçu une délégation des habitants du quartier Kanina dans sa partie communément appelée 5 ans. Ces Colossiens se sont rendus à l'Assemblée provinciale du Lualaba pour présenter leurs doléances. Ils sont sommés à la délocalisation avec une indemnisation peu conforme pour laisser place à la construction d'une usine de traitement d'eau du lac Kabango par le gouvernement provincial. L'honorable Gaston Mouchid est revenu sur les normes à respecter en matière de délocalisation.
L'honorable Jean-Marie Kasséa a quant à lui rassuré l'implication totale de l'Assemblée provinciale du Lualaba dans ce dossier. Tout à fait, tu traité la présidente ou l'Assemblée. Tout ça, tout à Dans les prochains jours, un sourire sera placé sur chacun des visages de cette population, comme pour les autres cas, au dire de ses élus provinciaux. L'Assemblée provinciale du Lualaba a clôturé le 29 juin dernier la session de mars essentiellement consacrée au contrôle parlementaire. Pendant 90 jours, les séances plénières étaient à compter au bout de doigts. Les matières prises sur les calendriers n'ont pas été épuisées. Selon le rapporteur de l'organe délibérant, l'honorable Gaston Mouchid, ceci s'est justifié par le descente dans différentes entreprises minières pour s'enquérir des conditions de travail de Congolais. À noter, lors de session de mars, il y a eu la reddition de comptes exercice 2020-2021, suivi l'honorable Gaston Mouchid dans cet extrait choisi par Dansa Mouteb Epi. Nous nous sommes beaucoup plus attelés sur les contrôles parlementaires. Vous allez comprendre que durant cette session, nous avons commencé par le vote de l'adoption et le vote de rapports des vacances parlementaires de différentes circonscriptions. Et là-dedans, il y avait énormément de problèmes parce que, comme vous le savez, il y a des problèmes sociaux que nous devrions analyser. Et donc, nous avons sélectionné parmi les matières celles qui avaient trait directement au social de la population parce que c'est pour ça que nous sommes élus et nous sommes fiers d'avoir attaqué les grands problèmes de la province. Nous avons invité l'exécutif provincial, c'est-à-dire les gouverneurs et ses ministres, pour traiter de tous les problèmes secteur par secteur. Et c'est ça le travail que nous avons fait autour de cette session de mars. Après, il y a eu éventuellement la reddition des comptes pour une première fois. La Cour des comptes nous a renvoyé la reddition des comptes exercices 2020 et 2021 que nous avons analysé dans les plénières. Donc c'est comme ça que nous avons pu traiter de matière dans cette session. Nous avons travaillé à plus de 60% de matières prévues, mais il y a d'autres qui n'ont pas été vues. Nous avons priorisé les matières importantes. Vous avez vu que cette fois-ci, il n'y a pas eu beaucoup de plénières, mais il y a eu beaucoup de descentes dans les entreprises pour voir comment est-ce que nos compatriotes vivaient, comment est-ce qu'ils étaient payés, comment ils étaient soignés. Et vous avez suivi que quand on a adopté ces rapports, c'est catastrophique. Les entreprises qui viennent investir ici, pour la plupart, je ne dis pas toutes, ne respectent pas les droits du travail. Après une vive tension constatée à l'université de Kolwezi ce lundi 3 juillet, un protocole d'accord a été signé ce mardi entre les deux parties, c'est-à-dire le comité de gestion et le banc syndical. Selon les chefs de travaux Sami Sani, président syndical, ce protocole consiste à lever la décision de suspendre momentanément les activités et le paiement du personnel administratif se fera désormais au taux de 2300. En outre, il interpelle les autorités des tutelles au sujet de la spoliation dont est victime la concession de l'Unicole. Retrouvez le CT Sami Sani, président syndical, dans cet extrait choisi par Grace Kalong. On a fustigé entre autres la spoliation de notre concession site de l'université à Moussompo. C'est spolié, par-ci par-là. Nous en appelons à l'intervention des autorités tant politiques, administratives ainsi que des autorités académiques pour que notre patrimoine puisse être sécurisé et protégé. Nous avons aussi, n'est-ce pas, cette préoccupation de la mécanisation qui commence aujourd'hui à avoir l'effectivité. Et là où nous avons salué le concours de l'autorité, je parle de membres du comité de gestion, monsieur le recteur en particulier, il nous accompagne, mais tout le monde ou la majorité n'a pas encore bénéficié, n'est-ce pas, de ces droits qui est légal en termes de salaire. Mais ce qui a posé trop de problèmes, c'était simplement l'exigence ou l'appel à l'adaptation du taux de change, parce que notre prime locale qui fait vivre la majorité d'entre nous avait été indexée à un certain moment en dollars. Quand nous avions encore le taux de 160, ça fait déjà plus de 3 ans aujourd'hui. Mais c'est au même taux que cette prime continue à être payée jusque le week-end passé. Hier, mardi très tard là dans la soirée, on est revenu sur le banc de dialogue avec le comité de gestion, nous délégués ces syndicaux,
Et nous avons siégé, on a arraché du comité de gestion ces recouvrements du pouvoir d'achat. Nous ne pouvons plus bénéficier de notre prime locale au taux révolu. Mais au taux actuel, c'est-à-dire au taux de 230, nous avons nous aussi pris l'engagement d'arrêter momentanément ou d'arrêter le mouvement de cessation de prestations. Nous avons repris, n'est-ce pas, les activités à travers un communiqué conjoint que nous avons signé hier. Le personnel administratif et scientifique de l'Université de Kolwezi a déclenché un mouvement de grève après une grogne le 3 juillet dernier, exigeant que l'indemnité de transport payée par l'institution tienne compte du taux des dollars sur le marché. Le comité de gestion de cette institution et les banques syndicales se sont réunis le 4 juillet pour trouver de voies des sorties à cette situation. Au micro de Léopold Kingou, le recteur de cette institution, le professeur Yvan Mwengwe, donne les grandes mesures qui ont été prises pour solutionner cette inquiétude du personnel. Suivez. Et c'était agi d'une mauvaise communication et surtout d'une manipulation. Mais je tiens à préciser ces points suivants. Premièrement, l'université de Kolwezi, c'est un établissement public de l'État congolais. Donc c'est l'État congolais qui en est le patron. Et c'est l'État congolais qui paye le salaire de son personnel. Et ce salaire est composé d'un salaire de base et puis d'une prime institutionnelle. Pour la part de l'université de Kolwezi, avec les frais que les étudiants payent, il nous arrive de pouvoir payer une prime, mais en termes d'indemnité de transport. Et il s'agit de cette question qui a été très mal communiquée parce que les agents, pour eux, de leur part, ils demandaient que cette prime, en termes d'indemnité de transport, puisse être payée au taux du jour. Lorsque nous avons eu à nous mettre ensemble avec le banc syndical, donc le comité de gestion et le banc syndical, nous avons trouvé le compromis suivant. Donc, celui de pouvoir payer au taux de 2300, cette prime-là. Pour la quatrième tranche qui a été payée, nous devons payer en complément les soldes qui manquaient pour pouvoir atteindre les 2300. Les activités se déroulent très bien et vous voyez, je suis dans mon bureau, je suis en train de travailler et il y a le calme, les cours ont repris et le personnel, chacun se retrouve à son poste. Nous avons même sur place une commission que le secrétariat général de l'enseignement supérieur et universitaire a pu dépêcher avec un ordre de mission signé par son Excellence, Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Cette commission est sur place en train de travailler. Donc ça montre qu'il y a la calmie, il y a la paix et les activités se déroulent normalement. Les épreuves ordinaires de l'examen d'État édition 2022-2023 ont pris fin depuis le 29 juin dernier sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Dans la province éducationnelle Lualaba 1, ces épreuves se sont déroulées sans aucune difficulté, a signalé l'inspecteur principal provincial Jean-Marie Guéret lors d'une interview exclusive accordée ce mercredi 5 juillet à Mikuba Radio et Télévision. Il a par ailleurs dévoilé les statistiques du nombre de participants à cet examen, appelant tout de même les finalistes ayant participé à ceux-ci de garder le calme car les prix de la bourse Excellencia sont réservés à ceux qui vont obtenir les meilleurs résultats. Vous suivrez dans nos prochaines éditions Jean-Marie Guéret, inspecteur principal provincial de la province du Lualaba 1, qui sera au micro et la caméra de Michael Moutuila. Et ça sera tout pour ce grand direct d'aujourd'hui. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir regardé et suivi. Je vous retrouve très prochainement sur les antennes de Mikuba Télévision. Prenez bien soin de vous. Au revoir.